parti là. On est parti. C'est ma première présentation de podcast, les enfants. Tu sais que contre le multitâche, il y a Jacques Salle-de-Bain, Elodie. Je n'ai déjà pas compris la blague, on est bien parti. Il m'a fallu un petit temps, mais oui. Non, j'applaudis. Bravo. J'ai pas fait le drum roll parce que là j'avais plus les mains prêtes, hein. Je suis désolée. Mais... Voilà, alors ce soir, c'est moi qui présente. Je vous demande aussi de dire bonjour, bonsoir à Elodie qui nous fait le plaisir d'enregistrer ce numéro. Et Florian qui va nous parler de plein de choses intéressantes comme d'habitude. On n'a aucune idée de ce qu'on va faire ce soir. On est en roue libre. Goes nowhere, does nothing. On va vous faire des jingles à la bouche et des super recommandations, ça va être génial. Non, ça va, les jingles, je maîtrise peut-être. Ok, on va voir. Je te prends au maître mot. Je sais pas si ça se dit, mais ça se dira à partir d'aujourd'hui. Donc ce soir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Club Sandwich, le numéro je ne sais pas combien de la saison, je ne sais pas combien, je suis pas ici pour faire des maths, mais on va vous parler de plein de choses intéressantes. On va avoir de la série, du livre, encore de la série, et voilà, ce sera déjà bien. Alors, nous allons commencer par Florian qui va nous faire son récap de la semaine. Et t'as pas oublié un petit truc? Ah si, le générique. Mais oui. Elodie. Vous pouvez faire une petite danse à la maison. Allez, tout le monde les bras en l'air. Si vous faites votre vaisselle, vous pouvez aussi jeter les assiettes en l'air et les rattraper. Avec notre sponsor Ajax Salle de Bain. Oh pardon, je l'ai relancé. Ah voilà, Elodie, le forage bon. Bah on doit recommencer l'épisode. Non, c'est pas vrai. Non, pas. Allez, c'est parti. Florian, tu as regardé, si je ne m'abuse, il y a peu de temps, la conférence To Doom de Netflix. Peux-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. J'ai malheureusement, mon corps défendant est très fatigué et très vieux puisque voilà, je suis une vieille personne qui approche la quarantaine. J'ai donc vu la conférence Tudum ce samedi en live à partir de 2h du matin. Je n'ai pas survécu au-delà de la première heure, ce qui est absolument pas dommage. Et je souhaitais signaler en fait par rapport aux précédentes conférences Studium qui étaient préenregistrées, que celle-ci était totalement en direct et également réservée aux abonnés de Netflix, c'est-à-dire que les années précédentes, en fait, c'était un grand Barnum comme tout Doom, un Barnum promotionnel qui était également diffusé sur YouTube et les autres, enfin peut-être Instagram Live. Et cette fois-ci, en fait, ils ont décidé, comme pas mal d'événements, de le réserver à leurs abonnés. Donc en fait, on se disait tiens, ça va être super spécial. Et en fait, en guise de super spécial, ils ont décidé de le faire en direct, au lieu de le faire préenregistré, ok, et aussi de le faire en public, en fait, avec un gros public de fans qui s'étaient vendus, c'était sold out des semaines à l'avance, dans un grand forum, dans le forum à Los Angeles, qui est un lieu totalement iconique. Et si on n'a pas compris que le lieu iconique, en fait, c'était expliqué par la MC qui est également une actrice assez connue de Netflix, ce qui explique pourquoi je ne la connais pas. Et c'était, mais tu la connais parce que c'est Evie dans The Descendants, Mathieu. Tu ne connais pas. Waouh, ok, oui, ok, ouais, d'accord. Je crois que c'est Sophia quelque chose. C'est Sophia. Elle a une très bonne chanson dans Descendants 2. Voilà. Et je sais d'elle. Sophia Garber, je crois qu'elle s'appelle. Et ben maintenant tu sais. Carson, pardon. Excuse-moi. Sophia Carson n'est pas Sophia Garber. Un grand bien lui fasse. Voilà, et donc en fait c'est une personne qui est méga motivée, avec beaucoup de dents en fait, parce que je suppose que c'est bien pour être quelqu'un qui est bon dans les comédies musicales en fait, voilà. Et donc elle était l'animatrice de ce grand Barnum, et en fait j'ai réalisé en fait avec ce Tout de édition 2025 que Netflix ne veut plus s'adresser que à leur cible des 12-18 ans. Ce qui faisait que non seulement c'était encore plus cringe qu'à l'accoutumée, parce que déjà les segments étaient totalement interminables, parce qu'il fallait à chaque fois qu'un acteur arrive déclencher l'applaudimètre et que en fait tout le monde fasse une standing ovation. C'est-à-dire que quand Jeremy Renner est arrivé, parce qu'il fait partie du cast de À couteau tiré 3, en fait il a été
abasourdi en fait par l'applaudimètre en fait et les groupies qui scandaient son nom, ce qui fait que du coup il n'a pas pu, il a fallu quelques secondes avant qu'il se reprenne. Donc voilà, c'était le grand moment émotion, sauf que en fait nous on voulait juste passer à la suite. Mais est-ce que ça semblait naturel comme applaudissement? Non, rien de tout ça a été naturel. Tout était, on va dire, réglé au millimètre près. Le problème, c'est que autant sur les années précédentes, tu pouvais avoir, avec les préenregistrements, tu pouvais avoir un tout petit peu de banter ou de choses assez bien vues entre le cast des différents programmes qui apparemment n'interagissaient pas. Autant là, en fait, pour te décrire l'étendue du fiasco, à un moment, en fait, on introduit le cast de One Piece. Donc, en fait, voilà, les acteurs de One Piece arrivent, tout le monde, tout le monde est totalement hystérique. Ils font un petit truc avec Sofia Garber et ils disent quelques petits trucs. Je crois que c'était une segment des questions des fans ou des choses comme ça. Je te dis, c'était le Club Dorothée x 500 le truc. Et je suis resté. Mais on est là pour avoir des news. On n'est pas là pour. Non, mais c'est ça. Pour faire une convention. Alors déjà, niveau news en fait et niveau annonce, c'était au moins 5 fois moins que les années précédentes en fait. Donc il y avait pas grand-chose. Il y avait très très peu de choses. C'était fait exprès parce que c'était uniquement apparemment des trucs, des espèces d'appos à fans. D'ailleurs, apparemment, Bridgerton n'était pas là. C'était à peu près la seule grosse série, on va dire, fan-friendly qui n'était pas représentée à l'événement. Et à un moment, en fait, ils amènent le cast de One Piece, ils font leur petit truc totalement useless avec les questions de fans. Ensuite, le cast de One Piece passe le relais en fait au cast de Forever, qui passe le relais au cast de My Life with Walter Boys. Enfin, que des trucs vraiment axés ados. Ils balancent sur notre segment et ensuite c'est la partie One Piece avec le segment. Et en fait, ils mettent les 5 acteurs derrière un rideau façon Jackson 5, etc. Et après, il baisse le rideau et c'est encore la standing ovation pour le cast de One Piece qu'on a vu 15 minutes auparavant. C'est un désastre absolu. Bizarre. Ah non, mais c'est un désastre absolu. Il y avait les segments préenregistrés. C'était Emily in Paris qui la pauvre Lily Collins en fait, qui faisait face à des faux marketeurs de Netflix qui donnaient des petites idées pour améliorer le marketing de leur série, sauf que littéralement toutes les vannes tombent à plat. Et je le sais, je suis spécialiste. Et le truc, c'est que il y avait très très peu de véritables, on va dire, exclusivités ou de choses attendues en dehors de ce qui est sorti, c'est-à-dire la fameuse révélation de la sortie de Stranger Things en 3 parties, le trailer de Frankenstein qui aurait très très bien pu sortir auparavant dans d'autres trucs, et 2-3 autres trucs, je crois, sur mercredi ou d'autres choses. Ouais, pour One Piece, même pas. En fait, ils se sont même pas embêtés à monter des trailers pour le présenter. C'était vraiment juste des petits bouts d'épisodes où One Piece, t'avais juste la présentation du personnage dont j'ai complètement oublié le nom. Je suis désolée. C'est Gobla. Pas terrible. Ouais. Je suis pas l'espèce de qui est un reine, personnage. Non, mais c'est en plus c'est un personnage en full CGI. Donc tu vois les mecs, tu vois les 5 acteurs dire on est trop excités de vous présenter. Alors donc tu penses que c'est un comédien, que c'est un stunt cast qui va arriver en guest pour la saison 2, et après t'as l'écran qui s'arrive et c'est le chapeauté version médico quoi. C'est minable. Waouh. Ah non c'était c'est drôle. Le truc, c'est que c'était pas forcément mieux les années précédentes, sauf que c'était beaucoup plus rythmé. Tu avais, pour les gens qui ne suivaient pas les 300 projets, au moins de Netflix Amérique, tu pouvais avoir tiens, ça c'est en production, tiens, ça c'est au casting et tout. Tu pouvais au moins suivre un tout petit peu. C'est pour ça que moi, je me tapais les 3 heures de préenregistrement. C'était diffusé depuis Los Angeles, donc à 2h du matin, donc ils s'en foutent du public européen, peut-être du public japonais, parce que c'était un après-midi de leur côté. Mais les années précédentes, c'était à 18h30, ça durait 3 heures, et c'était rythmé parce que c'était préenregistré, c'était calibré au poil du cul près, et on en est là. Ouais, puis t'avais un vrai mélange de se prendre un peu pour les upfront et annoncer un petit peu les nouveautés, et en même temps ça ressemblait un peu à un panel de convention qui faisait un peu du fan service, mais du coup c'était un peu intéressant pour tout le monde. Chacun pouvait y trouver un peu son compte. Si tu regardais juste pour faire le fanboy, ou si vraiment t'attendais des nouveautés, tu trouvais de quoi grignoter quoi. Là, franchement. C'était ça. Il y a aussi un côté, même si je suis pas gamer, il y a aussi un côté très conférence jeux vidéo de Litchi en fait. C'est vrai. Et même pour ça, il y a
je veux dire, enfin, si tu décides de faire quelque chose qui est axé 12-18, à quel moment tu ne fais pas même un mini-segment pour plug des jeux vidéo? Tu vois, Surtout qu'ils essayent de vendre Netflix leur putain de jeu là. Ouais, Donc oui, c'était l'occasion. ou bien sûr. En Donc plus, ils ont des super jeux sur la plateforme. Non, mais c'est ça. Et ils ont fait venir en fait plein de monde. Et comme je l'ai vu, enfin, je crois que c'est un pote qui m'a passé un thread Reddit qui disait, eh bien, en fait, c'était comme les Teen Choice Awards. Donc c'était un truc, c'est ça. Sauf qu'il y a personne qui finit en vert. C'est vrai, c'est très décevant. Et après, c'était peut-être aussi pour eux une expérience, comme c'était la première fois qu'ils faisaient un peu sous ce format-là. Peut-être que c'est la dernière aussi, mais Non. Enfin, j'y crois pas non plus. ils Mais continueront. Non, mais c'est ça. Ils vont continuer à faire To Doom. Et après, ils vont dire, oh, regardez combien de gens étaient là. Et on a eu 200 millions de visionnages à travers le monde pendant ça. Voilà, pourquoi nous arrêter là? Donc on va faire... Mais c'est ça, c'est que nous, on est peut-être plus exigeants aussi que le public moyen de Netflix. C'est que on est peut-être déjà plus vieux que le public moyen de Netflix qui suit le To Doom, hein, parce que je parle pas de... Mais même Netflix, c'était le truc avec les 10 premières années Netflix, c'est que c'était... Moi, j'ai jamais forcément senti, même après 2020, que Netflix s'adressait uniquement aux 12-18 ou aux 15-24. Ah non, mais ils bouffent à tous les râteliers Netflix, hein, c'est le principe. Ils font des séries pour vraiment tout le monde. C'est ça. Et même moi, sur les précédents To Doom, il y avait des choses qui, bon, même si c'était, c'était fan-friendly, etc., c'était pas forcément que ça. Et bon, moi, et je me suis arrêté. Comme je le disais hors antenne, j'ai eu l'impression de décevoir Mathieu parce que je me suis arrêté avant le segment où il révèle en fait que joue Lady Gaga dans Mercredi saison 2. Voilà. Non, mais après, la différence, c'est que peut-être maintenant, avec le To Doom, ils cherchent plus à avoir un impact sur les réseaux sociaux que vraiment à ramener du public. C'est juste qu'ils veulent avoir un engagement et qu'on parle d'eux. Et effectivement, le public des réseaux sociaux, c'est le public des 12-18, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, mais à quel point? Parce que du coup, le fait est que du coup, tu le réservais, t'allais directement le réserver au public, enfin déjà aux abonnés Netflix, donc tu n'avais pas de choses de live stream sur YouTube, alors qu'à la base, c'est aussi quelque chose de promotionnel. Bah ouais. Mais aussi, le côté exclusif du live, tu amènes Matt Damon, Ben Affleck, enfin une flopée de stars pour en faire strictement rien, enfin pour faire coucou. Donc c'est bien si tu es à Los Angeles parmi les groupies comme si tu es au All-H à San Diego, etc. C'est bien si tu es dans le public, mais si tu es à la maison et que tu attends, je sais pas, un ou deux trucs même affriolants, ou même un truc qui n'était pas sur le radar, ou alors qui était en production et dont tu n'as vu aucune image, et qui arrive et qui te bluffe, hein, et tu n'as pas ce côté waouh en fait. Donc j'ai l'impression que, on va dire, même Prime Video, avec le line-up qu'ils ont, aurait pu faire mieux avec exactement le même concept. Tu vois, c'est dire à quel point ils sont foirés, quoi. Non, je suis d'accord. Et j'aimais des hypothèses comme ça sans vraiment y croire, mais dans le fond, je comprends pas vraiment le choix. Enfin, ça rapporte rien à personne, en fait. Même pour eux, c'est pas une bonne promotion. Ils ont, comme tu dis, ils ont vraiment restreint le public auquel ils s'adressent, donc c'est pas très logique. Alors qu'effectivement, Netflix, qui sont plutôt connus pour essayer de proposer du contenu pour le plus grand nombre, dans tous les styles, pour tous les âges et tout ça. Donc de restreindre à vraiment une petite catégorie de leur public, qui est pas forcément en plus le public qui va payer l'abonnement, donc ça ne sert à rien. Donc je sais pas. Et en plus, ça apporte pas plus de divertissement, parce qu'on s'emmerde devant. Donc je sais pas. À voir s'ils vont un peu changer le format la prochaine fois, en continuant à faire des To Doom, bien sûr, mais est-ce qu'ils vont un peu revoir leur plan? Je sais pas si t'as vu des autres retours d'autres personnes sur les réseaux qui auraient regardé le To Doom, mais s'ils ont le même avis que nous, ou s'il y a des gens qui ont été plutôt satisfaits des annonces qui ont été faites. Déjà, je pense qu'il y a déjà du côté français, il y en a pas mal qui l'ont regardé à reculons ou qui l'ont regardé par extrait, comme ce que Mathieu disait hors antenne, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai regardé que le résumé. C'est ça, c'est un peu le côté, c'est un peu le côté désastre du truc, c'est que quelque part, le fait de rattraper des extraits, tu vois que quelque part t'as rien raté, quoi. C'est ça. Donc, mais après, les To Doom, je les ai jamais regardés en direct parce que, en fait, je trouve que ça dure extrêmement longtemps pour le peu d'informations que tu as à la fin.
Mais après, bon, ça c'est moi, c'est pour ça que je regarde pas les récompenses non plus, ça m'emmerde, mais... Non, non, mais je suis d'accord, mais là c'était un tout petit peu le pire de. Donc déjà ils ont restreint ce qu'ils montraient. Ce qu'ils montraient était forcément relativement décevant par rapport aux attentes, parce que du coup c'était enfin et le chose c'est que les années précédentes, quand ils montraient des choses plutôt décevantes, en fait des séries ou des films qui étaient attendus, quelque part, c'était pas très grave parce que tu regardais pour avoir un aperçu de la programmation des mois à venir. Et là, c'était juste un fan event où ils ont parié. Et même le tout dôme, enfin, il y a 2 ans, ils avaient fait des live streams thématiques sur toute une semaine sur YouTube. Et à chaque fois, tu avais des animatrices, tout ça. Et c'était, même si c'était préenregistré, c'était déjà, tu avais déjà une idée beaucoup plus claire, c'était beaucoup plus thématique et tout. Et là, c'était le Club Dorothée, quoi. C'était, si tu es pas fan de Jenna Ortega ou de Sofia Carson. Et en même temps, j'imagine que même si t'es fan, t'es pas vraiment satisfait de voir ça. Ah bah, enfin, moi je suis pas fan des contenus Netflix qui sont proposés, mais du coup j'ai juste vu l'extrait où il y avait Lady Gaga parce qu'elle va faire un cameo dans la saison 2 de mercredi. Jenna Ortega, elle est là pendant le numéro qui durait 7 minutes, à part s'asseoir sur une chaise et lancer 2 regards, elle a rien fait. Et puis même, genre, c'était pas ouf, quoi. Enfin. Bah, c'est ça, c'est que quand tu regardes un panel du Comic-Con, bah, t'as toujours des acteurs qui sont là, ils cabotinent un petit peu, mais bon, ils servent le public, quoi. Il y a un truc là, tout le monde est mort sur scène. Faut leur mettre des claques, les réveiller. Enfin, t'as l'impression que personne n'a envie d'être là, et franchement, je les comprends, mais. Parce qu'ils ont été prévenus 10 minutes avant de ce qu'ils devaient faire, et voilà. Et rien, quoi. du coup, on leur a dit, faites Oui. rien. Venez, faites acte de présence, et puis une fois qu'on vous applaudit, vous repartez. Vous restez 10 Ouais, minutes mais sur scène. c'est et puis vraiment voilà. ça. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'était vraiment ça, quoi. Tu vois, à un moment, t'as la partie à couteau tiré où ils ont révélé que c'était Glenn Close. Glenn Close n'était pas là, elle était casting. J'ai dit, putain, la mémère, elle a bien assuré pour pas être là, quoi. Oui, mais peut-être que elle, c'était pas le même cachet que les autres, tu vois. C'est pour la faire venir. Non, mais c'est ça, quoi. Enfin, elle a autre chose à foutre et sur des tournages. Ouais, c'est ça. Bref, bon, donc ne regardez pas tout Doom ou des extraits pour vous foutre de la gueule de Netflix, ça vous fera le plus grand bien. C'est ça. Suivez-nous sur les réseaux, on vous fait des résumés. Voilà. Florian, est-ce que tu veux poursuivre sur ton petit récap de ces derniers jours, semaines ? Oui, donc dans les choses beaucoup plus réjouissantes, j'ai eu l'honneur de retourner au cinéma, donc attiré par la chair fraîche de la compétition officielle de Cannes 2025, s'il vous plaît. Monsieur. Et j'ai été donc le découvrir dans les reprises de la sélection officielle et de la compétition dans les cinémas parisiens la semaine dernière, et j'ai vu des choses qui m'ont pas enthousiasmé, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup enthousiasmé. Donc je vais parler de Woman and Child, qui est le 3e film d'un cinéaste iranien qui s'appelle Saïd Roustahi, qui a réalisé 2 films qui étaient d'ailleurs en compète qui sont retrouvés en compète à Cannes, qui étaient La Loi de Téhéran et Leila et ses frères. Leila et ses frères, que si vous avez 2h30, vous pouvez les redécouvrir gratos pour genre à peu près, je crois que c'est encore pour 2 semaines sur le site de Arte en gratos. Et Woman and Child, en fait, c'est un mélodrame qui est totalement différent de ces 2 premiers films, dans le sens où ça parle moins d'une famille que ça parle de la difficile éducation, en fait, d'une mère iranienne avec avec son gosse qui est assez turbulent à l'école et qui menace de se faire qui est sous la menace d'une exclusion. Et on suit également son parcours à elle, de quelqu'un qui est une mère célibataire divorcée, ce qui est déjà relativement mal vu au niveau de la société iranienne, et qui veut se remarier en fait avec un ambulancier. Sauf que l'ambulancier, elle découvre un tout petit peu vite et malgré elle, en fait, qu'il a des vues sur sa sœur cadette, ce qui est un tout petit peu très très embêtant, puisqu'ils sont en plein préparatif pour des mariages arrangés, pour que, on va dire, aider à faire passer la pilule du remariage d'une mère divorcée. Et j'en parle surtout parce que c'est un film qui est déjà brillamment mis en scène, mais aussi qui est brillamment dialogué. Et
je le recommande non pas pour les fans de cinéma iranien, je le recommande on va dire pour les fans de cinéma tout court, parce que quand je regarde des films, j'ai souvent l'impression en fait que l'histoire que nous est racontée en fait nous est racontée parce que voilà, fallait bien trouver un truc à raconter, qu'il y a un cahier des charges, etc. Et Saïd Roustahi, c'est quelqu'un qui, parce que il est sous le coup, on va dire souvent sous le coup des menaces de la censure. Le dernier film qu'il a fait, Laïla et ses frères, hein, il a écopé d'une amende, je crois, qui ensuite ils sont revenus dessus, mais il a écopé d'une peine de 6 mois de tôle, hein, pour avoir dépeint des femmes sans voile ou des choses comme ça, en fait. Donc c'est vraiment la censure du régime iranien qui fonctionne à plein pot. Ce film-là, apparemment, il y a eu une association anonyme de cinéastes iraniens qui dirait, ben voilà, cette fois-ci, nous, on ne va, il faut pas soutenir ce film parce qu'en fait, c'est un film de compromis avec le régime iranien. Et à mon sens, même si je suis absolument pas spécialiste du Moyen-Orient, Saïd Roustahi, c'est quelqu'un qui est un jeune cinéaste qui est extrêmement malin et très précis dans ce qu'il veut raconter, et la manière dont il a contourné ça, c'est avoir un mélo intime sur l'émancipation d'une mère célibataire, hein, et que quelque part, quand on regarde le film, non seulement ça se sent pas, mais en plus il y a une grosse dimension subversive. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de penser pendant que je regardais le film que pour un mec qui tourne des films au niveau artistique de son rendu, qui écope d'une peine de tôle et qui en sort à brillamment mettre en scène un gamin de 11 ans en fait qui descend les escaliers, qui saute de fenêtre en fenêtre, etc., qui fait le yamakasi, etc., et qui fait les 400 coups et qui fait des caprices et des paris, etc. Une sorte de Bart Simpson iranien, enfin un truc improbable. Je me suis dit, le type a quand même de la suite dans les idées, mais de manière générale, que ce soit les deux précédents films ou Woman and Child, c'est conçu avec vraiment l'intensité de Mille Soleils. C'est-à-dire que c'est les échanges, les regards, la manière dont les personnages sont dans le champ, hors champ, les captures des gestes, des regards, c'est quelque chose qui est extrêmement précis et extrêmement... C'est quelqu'un qui a un besoin naturel de raconter des histoires, de vraiment faire prendre chair à ses personnages, hein, et qui souhaite nous communiquer le fait que ce qu'il nous raconte ou ce qu'il choisit de mettre en scène est important. C'est primordial. C'est pas quelqu'un qui nous prend par la main, mais c'est quelqu'un qui nous prend vraiment par les tripes. Et c'est vraiment pour ça que du coup, déjà les 2h30 passent à la vitesse de la lumière, hein, mais c'est aussi la raison pour laquelle, hein, pour on va dire des longues scènes de dialogue, hein, avec des situations qui sont, on va dire, qu'on pourrait décrire comme voilà, des prises de tête entre ex, et bien en fait, ces prises de tête entre ex, quelque part, sont tellement puissamment dialoguées que tu ne peux pas faire de vraiment... Ça n'est pas écrit de manière à ce que tu prennes position ou que tu sois amené à prendre position pour un personnage ou pour un autre. C'est-à-dire que chaque personnage a des arguments ou des contre-arguments qui font que l'intérêt de la scène est maintenu. Il y a, que ce soit Laïla et ses frères qui avaient un peu le même dispositif, ou que ce soit celui-ci, rien dans ce qui se passe une fois que les multiples tragédies s'abattent sur cette héroïne. Il n'y a rien qui est forcément gratuit, et il n'y a rien qui ne verse dans le mélo facile, en fait. Et il n'y a rien qui verse aussi dans le sentimentalisme, on va dire à la soap, qui ferait que les crises de larmes seraient gratuites, les coups bas ou les coups retors seraient trop gratuits. Tout ça est amené de manière tellement brillante, et c'est aussi parce que les personnages qui nous sont présentés, ce sont des personnages en 3 dimensions, qui sont totalement entiers, qui sont adultes, qui sont responsables, hein, qui savent leur place, mais qui sont aussi dotés d'une grande intelligence et d'une grande perspicacité. Et c'est là où tu vois les films qui construisent leurs personnages,
des films qui font des personnages stéréotypés. Et c'est pour ça que Woman and Child est une claque, et donc mangez-en. Ça n'est pas daté par le distributeur encore, donc c'est peut-être pour 2026. L'autre chose dont je voulais parler, un tout petit peu plus court, ça serait Les Aigles de la République. Pour le coup, d'un cinéaste que je connais beaucoup moins, qui était Qatari Saleh. Et Les Aigles de la République, c'est vraiment c'est un thriller politique. Donc à la base, c'est dans la première part, on va dire c'est une espèce de satire politique qui mue très très lentement vers le thriller. Quelque part, c'est un très très gros budget. Donc avec Fares qui incarne un acteur totalement imbu de lui-même, qui est en plein divorce, pleine séparation, là aussi totalement secrète de sa femme, qui convole en fait avec une jeune actrice qui est incarnée par Lina Koudry, et que le gouvernement va chercher et contraint, on va dire, après une ou deux barbouzeries, de le faire le faire jouer son premier rôle dans le rôle du président dans un film de propagande à la gloire du régime. Et c'est au départ, c'est quelque part, le départ, ça part d'un vaudeville un tout petit peu ironique en fait, avec quelqu'un qui est tellement égoïste, mais qui sait tellement bien mentir à tout le monde qu'en fait il pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Et le film nous montre en fait le rouleau compresseur politique qui va s'abattre sur lui. Et petit à petit, en fait, on bascule vers un thriller d'espionnage en fait qui dégénère, on va dire, dans la violence et le relationnel le plus sec. Donc ça, c'est un film que je trouve assez ambitieux, qui pour moi est un peu moins réussi que l'autre film que j'ai vu de lui, qui est La conspiration du Caire. Mais c'est un film qui est là aussi très très bien mis en scène, qui arrive à être divertissant, et qui arrive aussi à nous impliquer dans l'histoire qu'il raconte, même si on va dire le trope d'un acteur qui est embauché, on va dire, pour faire la propagande d'un régime de république bananière ou d'un régime dictatorial. C'est des choses qui ont déjà été mises en scène, souvent avec des satires un peu plus mordantes que celle-ci, mais celui-ci a un angle et aussi a une excellente interprétation de Fares Fares. Donc ça, c'était pour les deux films de Cannes. Et là, on n'a pas de date non plus pour celui-ci. Et pour celui-ci, pour Les Aigles de la République, je crois que ça va sortir en octobre. Ok. Ouais. Je sais pas si j'ai un peu de temps pour parler du 29 octobre. Ouais, merci. Et j'ai également lu un livre. Je sais pas si tu veux que j'en parle plus tard. Oui, bah vas-y. Et je vais finir par un vieux livre d'une personne qui nous a malheureusement quittés il y a quelques mois. Et du coup, j'ai été trouver ses mémoires qui ont été écrites en 2000 et qui sont reparues à nouveau en quelques années avant sa mort en 2021. C'est les mémoires d'un géant de la musique, ou un géant même des arts contemporains tout court, qui s'appelle Quincy Jones. Je sais pas, un petit producteur originaire, très peu connu, très peu connu, originaire de Chicago. Et c'est même pour les gens qui sont souvent réfractaires, on va dire, aux mémoires en mode je me la pète ou je me la raconte. Malheureusement, dans le cas de Quincy Jones, ses mémoires sont même 25 ans après, puisque il a écrit une postface de 3 pages dans l'édition qui est reparue. Enfin voilà, c'est juste une réédition. Elles sont sur 500 pages, c'est absolument passionnant, et c'est surtout un des rares cas où en fait la personne qui fait du name dropping à outrance le fait souvent par visée éducative, par visée regardez le nom que je dis, c'est quelqu'un dont je suis fan, c'est quelqu'un qui a changé ma manière d'écouter la musique, ou ma manière, on va dire, de composer. Donc allez le voir. Donc il y a un côté très très éducatif dans les milliers de noms qui sont lâchés par Quincy Jones dans ses mémoires. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que la première partie qui raconte
les 16 premières années de sa vie, à la fois à Chicago puis à Seattle, et c'est dit très 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 difficile, relation avec sa belle-mère et sa mère biologique, qui enfin qui en fait a été interné alors qu'il était tout petit et qui a ensuite passé les 35 années suivantes, souvent à aller les traquer et à aller terrifier son frère et lui, parce que voilà, c'était quelqu'un c'était quelqu'un qui regardait un très très mauvais œil la musique de Quincy Jones, et c'est enfin les premières pages, on va dire, sont d'une très très grande noirceur, sont absolument brutes de décoffrage, mais une des grosses idées de génie de ces mémoires, c'est aussi d'intercaler les chapitres de son autobiographie par 4 ou 5 pages de témoignages, on va dire, ou de regards extérieurs sur ceux qui l'ont le plus connu. Donc il y a donc son propre frère, il y a son ex-femme Peggy Lipton qui est décédée en 2019, et il y a aussi voilà des amis et des proches comme Clarence Seventh. Et ce qu'il raconte est aussi passionnant que les mémoires en elles-mêmes. Et la portée éducative, on va dire, de ces mémoires-là, et celle qui arrive à éclairer le personnage, c'est que non seulement le type est un Forrest Gump dans la vie réelle, c'est-à-dire que l'époque dans l'époque où les accomplissements artistiques qu'il raconte, c'est toujours quelqu'un qui souvent a été là au bon moment, ou souvent est à l'avant-garde de ce qui va se faire. Donc il raconte dans les années 50 ou 60, en fait, son trip à Rio au Brésil. Et sur les quelques semaines qu'il a passées, en fait, il y avait tous les géants de la scène brésilienne qui allaient exploser dans les années suivantes, en fait, qui étaient là et qu'il a vu jamais, et avec lesquels il a continué à avoir d'excellentes relations. Donc il y a un côté très très Forrest Gump qui est vraiment brut de décoffrage, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui a pour but avec ses mémoires, en fait, déjà de mieux le comprendre, qui a fait qui a fait sa paix, on va dire, avec la psychologie et sa relation avec le travail, et le travail acharné qu'il a eu à faire pour se hisser, en fait, on va dire, non seulement au niveau de la musique, mais au niveau de la politique, au niveau des médias. Voilà, c'est quelqu'un qui est devenu un renaissance man dès le moment où il est devenu vraiment le producteur, The Man, The Dude, au milieu des années 80. Donc c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, plusieurs carrières. Et ce qui est très très éducatif, c'est le côté, on va dire, avide de savoir, mais aussi le côté extrêmement pragmatique dans le relationnel qu'il a avec les gens. Donc il y a donc le génie de Quincy Jones, c'était à la fois le génie, on va dire, technique, artistique, de la traduction de genres musicaux, en fait, qui ne se seraient jamais forcément fréquentés, mais qui ont réussi à se fréquenter parce qu'il avait littéralement un pied dans l'étrier, ou vraiment pas qu'il bouffait à tous les râteliers, mais qu'il avait un pied dans toutes les scènes. Et son approche de n'être méprisant envers aucun genre, hein, qui lui permet d'être à l'avant-garde de plusieurs courants, comme la bossa nova, comme le jazz fusion, comme le rap, dans les années 80. Enfin, il sort un album avec des rappeurs en 90, juste au moment, en fait, où la vague de rap, en fait, va devenir vraiment littéralement mainstream après, avec l'explosion de 1988. Donc, même historiquement, c'est des mémoires où c'est intarissable, c'est totalement passionnant, et c'est même recommandé pour les gens qui sont des néophytes dans les courants que Quincy Jones a abordés. J'oserais même dire que la dernière partie du mémoire, qui relate les années vraiment fastes et les années de millionnaires, multimillionnaires, les Michael Jackson, les We Are the World, etc., sont probablement les moins intéressantes, tout simplement parce que le name dropping, déjà, c'est là où ça devient un tout petit peu saoulant, mais là aussi, les enjeux et les défis qu'il relève, hein, sont peut-être relatés de manière un tout petit peu moins intéressante, puisqu'on sait qu'il va s'en sortir. Et
le côté come-up et le côté, on va dire, staccanoviste, en fait, de tourner avec un big band en Europe et de revenir sans le sou à New York, ça fait partie des épisodes vraiment les plus remarquables de ces mémoires-là. Donc voilà, il existe en 2 éditions. Il y a une édition de 2000, une édition de 2021 qui sont peu ou prou les mêmes, c'est exactement la même traduction. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander parce que je pense pas qu'on aura de docu-série digne de ce nom sur le monsieur d'ici 20 ans, avant au moins 15-20 ans. Mais ça mérite une docu-série en plusieurs saisons parce que le type est un géant. Il a plein de trucs à raconter. Ça a l'air passionnant. Merci beaucoup, Florian. Eh bien, moi, je vais vous parler de choses moins passionnantes, mais qui, j'espère, vous passionner. Je vais faire une non-reco. Ça ne m'arrive pas souvent, mais le jour est venu. Le sel. Alors, prenez-vous un thé, un truc qui dépote, parce que je vais cracher mon venin comme Sophie. Et j'ai fait comme elle, j'ai pris mes petites notes pour pas m'égarer. Parce que sinon je vais en parler 3 heures et c'est pas l'idée. Mais voilà, je vais me lancer, vous allez très vite découvrir de quoi je vais vous parler. Alors j'aime qu'on me raconte des belles histoires, j'aime qu'on me surprenne, j'aime qu'on ne me donne pas ce que j'attends, mais ce dont j'ai besoin. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'on me prenne pour un gros con. Je regarde 911 depuis le premier jour de sa diffusion, le 3 janvier 2018. Ça fait donc 8 saisons, 124 épisodes, 5208 minutes et 2707 jours que je regarde cette série. Et ça fait encore même plus si on rajoute les 5 saisons du spin-off 911 Lone Star. J'ai jamais été un grand fan des séries procédurales, encore moins des séries policières. Et je regardais pas Grey's Anatomy avec mamie sur M6 et j'ai vu aucun des épisodes de Grey's Anatomy. Ne me demandez pas ce que fait Dr Mamour dans la saison 5, d'accord? Mais avec 911, il y a quelque chose qui était assez différent. Parce que entre-temps, j'ai eu mon bac, j'ai eu 2 licences et un master, j'ai déménagé 3 fois, j'ai eu le cœur brisé beaucoup de fois, mais 911 était toujours là. Chaque semaine, Han, Chimney, Buck, Athena, Bobby, Maddie, Eddie, Ravi, c'est la famille. Mais le 17 avril 2025, quelque chose a changé. Une décision si bête que les acteurs n'y ont pas cru, une décision si conne qu'Angela Bassett, actrice et productrice exécutive de la série, se permet d'avouer son incompréhension dans Good Morning America pour faire pression sur le showrunner Tim Miller au lieu de faire la promotion de Mission Impossible 8. Donc pour rappel, 911, c'est tout bête. On suit une équipe constituée d'urgentistes, de pompiers, de policiers à Los Angeles, alors qu'ils répondent à des appels de détresse hors du commun. En gros, c'est comme la Patte Patrouille, mais avec Angela Bassett et la meuf de Ghost Whisperer. La série, elle est donc souvent... c'est pas la Patte Patrouille, c'est juste Patte Patrouille avec des meufs qui défoncent. Exactement. Donc la série, elle est souvent décriée pour son côté surréaliste, mais c'est bien pour ça qu'on la regarde. Ça, et pour ses personnages. Et à partir de là, je vais spoil, mais de malade comme un bâtard. Donc si vous ne voulez pas passer ce podcast de 5 minutes, si vous vous en foutez ou vous êtes curieux de savoir la suite, heureusement que bien. je m'en fous. Eh bien, tu vas te régaler. Comme les surgelés, je m'en fous. Alors, dans les épisodes 14 et 15 de la saison 8, ils commencent comme tous les autres épisodes, mais ils sont même particulièrement réussis. C'est un double épisode où l'équipe doit éviter une nouvelle épidémie mondiale, un variant du virus Ebola qui menace de s'échapper d'un laboratoire scientifique. Et les enjeux sont énormes. Au cours de l'épisode, Anne est blessée, Chimney est contaminé. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est mieux que Mission Impossible 8, je vous le promets. On a même droit à une course-poursuite en hélicoptère entre les gratte-ciels de Los Angeles où la team tente de fuir l'armée américaine, rien que ça. Je sautais d'excitation partout, c'était génial. Et là, le drame. Un twist. En fait, on découvre que Bobby, le capitaine de la caserne, est contaminé depuis le début de l'épisode, qu'il a caché sa contamination à toute l'équipe pour la sauver. Et là, tout va très vite. Bobby est condamné. Il meurt quelques minutes plus tard, seul en isolement, alors que les autres personnages hurlent de douleur. Et paf, l'hélicoptère. Non. Si seulement. Mais non. Non, il a saigné du nez et il est mort. C'est terrible. Une mort C'est horrible. écrit.
Une scène qui paraît interminable, où les personnages comme les spectateurs restent impuissants. Bobby dit au revoir à son fils spirituel et à sa femme derrière une vitre, fait une prière, puis disparaît hors champ. On ne le verra plus que dans un sac mortuaire zippé et son casque de pompier. De là, pour moi... Il va rejoindre la Pas de Patrouille, mais au paradis. I wish... Attends, j'y viens. De là, pour moi, les étapes du deuil s'enchaînent. Étape 1, le choc. Le showrunner, Tim Miller, n'a pas fait le choix du suspense, mais de la surprise. Je suis pris de court, je suis choqué, ça fonctionne. Deuxième étape, c'est le déni. Donc cette nouvelle est inconcevable. En 8 ans, c'est jamais arrivé, un truc pareil dans la série. En gros, c'est comme si Chase de la Pas de Patrouille mourait écrasé par un tank. Voilà. Les enfants en pleurs. Voilà. Et bah, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Twitter, vous pouvez fouiller, vous avez une photo de moi qui dégouline de morve et de larmes devant cette scène, c'est un délice. Heureusement que c'est juste une photo de toi et pas de Chase écrasé par un camion. Alors, si tu veux, j'ai déjà fait un montage entre 911 et la Pas de Patrouille, je peux faire Chase écrasé par un tank si tu veux. Je sais pas, mais si vous voulez, chers auditeurs, n'hésitez pas à solliciter N'hésitez pas à Mathieu. commenter. Troisième étape, c'est la colère dans le deuil. Alors chez moi, elle s'est posée sous la forme d'une question. Pourquoi avoir fait ça ? Donc je me suis informé. On n'est pas là, on va pas crier et râler sur la série sans argument. Donc je me suis informé. Tim Miller il nous donne une première partie de réponse. Après 8 saisons, il avait peur que les personnages fassent du surplace. Et ça, c'est vrai. Moi, je trouve que ça a toujours été le problème de 911. Chaque saison, le cerveau des personnages y rebootait, comme s'ils n'apprenaient jamais de leurs erreurs. Et la série, elle avait vraiment besoin d'un vent frais. Mais l'argument de Timmy, je le démonte avec mon petit doigt. C'est parce que c'est de la paresse scénaristique dans toute sa splendeur. Après 3 saisons médiocres, cette saison, c'était plein de belles promesses qui auraient pu être récompensées par le simple aboutissement des intrigues en fin de saison. Je pense notamment... Je tiens à signaler, je le démonte avec mon petit doigt, c'est le slogan non utilisé de Ikea. Continue. Ah, j'ai fait rien. Et j'aimerais bien aussi lui prendre une planche en bois et lui écraser sur la gueule. Parce que je pense notamment à Bobby et Athena qui construisaient leur maison de Barbie de rêve. Je pense aussi à Buck et Heidi dont le queerbaiting a bien trop duré et toute leur intrigue dans la saison prenait les codes de la comédie romantique et qui devait se résoudre par une évidence. Embrassez-vous, bon sang de bonsoir. Mais la mort de Bobby, ça stoppe net les intrigues et ça plonge les personnages dans le deuil. Ni les personnages, ni les spectateurs avaient besoin de ça. Bon sang, enfin, la première partie de cette saison tourne entièrement autour du fait que la caserne se rend compte que Bobby est irremplaçable et qu'aucun pompier n'est prêt à assumer son rôle de capitaine. Et le but à la fin de la saison, qu'est-ce qu'ils vont foutre en saison 9 ? Ils vont refaire la même chose du coup ? Je ne comprends pas. Donc, 4e étape, c'est la négociation. Donc pour rappel, je vous ai décrit ce qui s'est passé dans cet épisode. Pour la scène, elle laisse place au doute parce que on voit pas vraiment Bobby mort. Et le b.a.-ba dans une série, c'est pas de corps, pas de mort. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inventé les théories les plus farfelues pendant 2 semaines pour me dire que ça n'était pas vraiment passé. Donc, est-ce que c'est comme dans Dallas et tout n'est qu'un rêve ? Ou alors Bobby a été victime d'une crise d'asthme et il respirait plus, on l'a enterré vivant par erreur et il va gratter son cercueil pour sortir. Ou alors il a été forcé de simuler sa mort par le FBI. Ou alors il est vraiment mort. Mais le prochain épisode est diffusé à Pâques. Et donc c'est sûr, en fait, Bobby c'est la réincarnation du Christ et il va revenir. Est-ce qu'en 8 saisons de 911, il y a eu des thèmes christiques ou des thèmes bibliques ? Oui, parce que Bobby, c'est un personnage hyper croyant, et justement, quand il meurt, juste avant, la dernière chose qu'il fait avant de mourir, c'est une prière. Donc je me suis dit, tout est why possible. not ? C'est possible. J'ai regardé les 3 derniers épisodes de la saison, il n'en est rien, si vous êtes curieux. J'approche de ma dernière étape, qui sera l'aboutissement de cet argumentaire pour démontrer que 911 est devenu une série de merde. Les prochaines étapes du deuil, dans l'ordre, c'est la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Hormis la tristesse, moi j'ai fait une croix dessus. Et là on peut parler par exemple du mid-season final de How to Get Away with Murder saison 3, où on perd l'un des personnages principaux, je n'en dirai pas plus, mais c'est un événement terrible, mais qui a rebattu les
regardes des 3 saisons qui ont suivi, ici, il n'en sera rien pour les 2 dernières raisons qui suivent. La première, c'est le traitement qui a suivi dans l'épisode 16, 17 et 18 qui sont à chier. Chaque tentative d'émouvoir échoue car les réactions des personnages dans le deuil sont en décalage complet avec leur personnalité. Je peux pas croire une seule seconde qu'Athéna devienne odieuse envers sa famille de cœur. Qu'elle culpabilise de ne rien avoir pu faire, oui. Qu'elle choisisse un bouc émissaire, non, jamais. Je peux pas croire que Buck veuille abandonner la caserne et sa famille. Je peux pas croire qu'Eddie veuille retourner au Texas. Surtout, je peux pas m'intéresser au cas de la semaine. Une femme qui croit que son enfant décédé il y a 10 ans a été volé à la maternité, ou un immeuble qui s'écroule sur un mec lambda qui était là il y a 3 saisons et que tout le monde a oublié parce qu'il a fait 20 minutes dans la série. C'est triste, d'accord, mais c'est pas mon problème là maintenant tout de suite. Et la dernière raison et la plus importante, c'est que 911 a brisé les règles de son univers. Dans 911, le danger il est omniprésent, mais personne ne meurt. Ces personnages, c'est des Playmobil, c'est des super-héros. Buck, dans la série, il a été écrasé par un camion, il est tombé dans le coma, il s'est pris la foudre, mais il va bien. Maddie, elle peut se faire kidnapper 3 fois, parfois 2 fois dans la même saison, elle peut se faire trancher la gorge dans le même épisode, mais elle va bien, parce qu'elle a une famille qu'il aime et un chien. Chimney... Et une carotide à toute épreuve. Exactement. C'est la seule continuité d'ailleurs qu'il y a dans cette saison, c'est sa cicatrice sur la gorge et c'est tout. Chimney peut se faire transpercer le crâne de part en part par une barre en métal sur l'autoroute à 130 dans le 4e épisode de la saison 1, je crois. Il va très bien. Est-ce que ça en fait un trapéziste ? Non, mais I wish. I wish, parce qu'il est tout petit, ça serait très rigolo de le voir sur un trapèze. Mais tu vois, t'as déjà la saison 9. Ouais. 911, c'est une série légère, c'est pas réaliste, on suit des bisounours joués aux pompiers et aux docteurs. À chaque fin d'épisode, c'est comme Fast and Furious, on se réconcilie et on se fait un gros câlin. Ça n'a jamais été une série sur la condition des pompiers, c'est une série sur l'espoir. Alors quand Tim Miner, que je vais appeler désormais Tim Minable, annonce qu'il a tué Bobby uniquement pour des raisons créatives car la série avait besoin d'être plus réaliste pour survivre, et ça je le cite, je peux que lui lever mon majeur, parce que sortir une connerie pareille alors que dans le même épisode, la méchante scientifique s'est enfuie avec la seule dose de vaccin dans une gourde violette capacité 2 litres à strass et à paillettes, je peux te dire, va te faire foutre, Timmy. Quand dans la même saison... Après, Astras, la gourde Astras et à paillettes, c'est parce que c'est une série produite par Ryan Murphy, faut pas oublier. Ah ouais, mais ça fait longtemps qu'il est plus là. Il reste producteur exécutif, donc... Oui, bah Angela Bassett aussi, je pense que si elle avait eu son mot à dire, elle aurait pas choisi ça. Quand dans la même saison, l'équipe des pompiers combat 200 millions d'abeilles tueuses qui forment une tornade et qui s'amusent à faire cracher des avions, ton réalisme, je te le chie à la gueule, Tim. Bobby, c'était le cœur émotionnel de la série, le centre de gravité des personnages. C'est justement lui qui nous raccrochait au réel et qui permettait aux personnages d'avancer. C'est Bobby qui donnait une dimension de gravité, d'empathie à la série, une profondeur émotionnelle à n'importe quel petit sauvetage. C'est lui qui portait la crédibilité de cette histoire finalement. Et en conclusion, comme j'ai toujours besoin de closure, je retournerai voir 911 en septembre parce que c'est mon ex toxique. Parce qu'il va me promettre qu'il aura changé, parce que maintenant il s'appelle plus saison 8, il s'appelle saison 9. Et que je me rends compte au bout de 42 minutes qu'en fin de compte, en brisant ma confiance, il a tout gâché. Et que ça aurait été une bien belle histoire, mais que cette fin, ça restera bien amer et que ça sera la fin de 911 pour moi. Voilà. Voilà les enfants, comment écourter une série qui aurait pu encore durer 10 ans et qui va encore maintenant durer 2 ans et puis qui va être oubliée, quoi. C'est dommage. Pas, parce que tu vas avoir 12 000 spin-off pour te... Oui, mais je regarderai pas le spin-off. Hein, T'as bien raison. Que de sel, mais ça valait le coup. Voilà. Elodie, tu vas nous parler d'un livre Chien 51. C'est ça. Qui, ma foi, j'ai pas fait exprès, mais qui est dans l'actualité, et j'en reparlerai à la fin. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange en refermant un bouquin que vous venez de lire, pas une fiction, mais un futur possible, un futur pas si éloigné que ça, un peu crade, un peu flippant et surtout beaucoup trop crédible.
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec Chien 51. C'est pas juste un roman, c'est une dystopie qui nous regarde droit dans les yeux et qui nous dit « Tu crois que j'exagère ? Eh ben, attends de voir dans 5 ans. » En tout cas, Chien 51, c'est un roman de Laurent Godet qui est paru en 2022. Laurent Godet, vous le connaissez peut-être pour Le Soleil d'Escorta ou La mort du roi de Songor. C'est un auteur qu'on associe souvent à une écriture assez ample, presque lyrique, et à des récits puissants, souvent ancrés dans des contextes historiques ou politiques forts. Ici, il change un peu de registre, ou plutôt, il déplace son engagement dans un futur qu'on sent très très inspiré par notre présent, enfin le présent de 2022, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. C'est un roman d'anticipation, mais c'est aussi un polar avec une enquête, un flic désabusé et une société au bord du gouffre. Ou plutôt, elle est déjà bien tombée dans le gouffre. Et franchement, j'ai adoré, voilà. Et pourtant, je lis assez peu de science-fiction, mais là, c'est plutôt un polar déguisé en science-fiction que de la science-fiction déguisée en polar. Enfin bref. Pour vous résumer un petit peu, donc l'histoire commence comme un bon vieux roman noir. On a un meurtre, un corps retrouvé et un flic chargé de mener l'enquête. Ce flic, c'est Zem Sparak. Aucune idée de si ça se prononce comme ça, mais écoutez, on va dire que c'est le cas. Et tout de suite, on sent que quelque chose cloche, parce que Zem, c'est pas un flic normal, c'est un chien. C'est un terme qui n'est pas choisi au hasard, puisque dans le monde où il vit, certaines personnes, pour échapper à la misère, ont accepté d'être rachetées par une méga corporation qui s'appelle Goltex. Et une fois rachetés, ils deviennent des sous-citoyens, des humains low cost, et donc on les appelle les chiens. Et donc Zem, il vit dans la zone 3, une espèce de quartier-prison où les rachetés sont entassés et oubliés. Pour vous donner un peu de contexte géopolitique, l'Europe a été découpée en zones administrées par des entreprises, puisque les pays sont rachetés par des entreprises, puisque les pays font faillite. La démocratie, c'est un vague souvenir. Et lui, dans cette société ultra hiérarchisée, il fait ce qu'on lui dit de faire, jusqu'au jour où l'enquête qu'on lui confie commence à révéler des choses assez gênantes. Ce qui est fascinant, c'est que l'univers est hyper construit, c'est très crédible, sans jamais nous balancer des tartines d'explications. On comprend très vite ce qui se passe et on est directement immergé dans une espèce de société post-démocratie hyper cynique où l'humain n'a que la valeur, enfin il a de la valeur que s'il rapporte quelque chose, quoi. Après, ma théorie, c'est que pour l'instant, on est dans un pays démocratique cynique. Donc, en fait, basculer dans une post-démocratie hyper cynique, c'est ça, c'est que c'est le côté. Le pas n'est pas aussi grand que tu le penses. Non, c'est juste une petite marche, c'est ça. Et donc là, pour être clair, Chien 51, c'est pas un roman de science-fiction classique. C'est pas bourré de technologie, d'aliens ou de gadgets futuristes. C'est vraiment une dystopie sobre et c'est pour ça, comme tu dis, c'est très réaliste, ça pourrait être demain. C'est très sobre et c'est justement ce qui la rend puissante. On sent que en fait ce monde c'est vraiment juste un prolongement logique de notre monde actuel. On a les inégalités, la privatisation de tout, la surveillance de masse, la disparition du politique et en fait tout ça c'est déjà un petit peu là c'est juste pousser les potards un petit peu plus loin mais pas si loin que ça finalement. Ce qui est assez bluffant, c'est l'équilibre entre le fond et la forme. L'enquête est très prenante, on veut vraiment savoir ce qui s'est passé et qui est impliqué dans cette affaire. Mais l'enquête, elle sert aussi à révéler peu à peu les rouages de ce système très déshumanisé. Du coup, on avance à la fois dans l'histoire et aussi dans une sorte de prise de conscience sur notre société actuelle. Je sais, ça fait très on vit dans une saucisse, mais écoutez, c'est le cas. Et puis, il y a une vraie tension morale, puisque Zem n'est pas un héros propre sur lui. C'est un personnage ambigu. Il a renoncé à beaucoup de choses. Il n'est pas forcément sympathique au début, mais il est profondément humain. Et ça fait toute la différence, parce que c'est peut-être le dernier des humains sur cette planète. Puisque Zem Sparak, c'est vraiment un personnage marquant. Il appartient à cette lignée de détectives fatigués, à la limite du désespoir, comme on en voit dans les grands polars. Mais ici, c'est pas juste une pause. Il a vécu une rupture radicale puisqu'il vient d'un pays qui n'existe plus. Il a perdu sa citoyenneté, sa dignité et il vit dans un monde qu'il considère comme une erreur administrative, ce qui est assez tragique. Il y a quelque chose de très mélancolique chez lui. Il est résigné, mais il n'est pas totalement mort à l'intérieur. Et l'enquête, mine de rien, va réveiller chez lui des fragments d'espoir, mais aussi de colère et peut-être même une forme de révolte.
Et c'est pas le seul personnage intéressant, puisque autour de lui vont graviter d'autres personnages, notamment un binôme inattendu, une entre guillemets vraie flic venue d'une autre zone qui va l'accompagner dans son enquête. Et leur dynamique est assez subtile, bien écrite, et ça apporte une touche d'humanité assez bienvenue dans cet univers bien sombre. Puisque c'est un roman qui a une ambiance assez poisseuse. Je dis ça comme un compliment, bien évidemment. Mais on sent vraiment la crasse, l'humidité, la fatigue des corps. On sent la lassitude dans les couloirs des commissariats, l'odeur de renfermé dans les logements des zones. Il y a vraiment une absence totale d'horizon. Et malgré tout ça, dans cette noirceur, eh bien, Godet injecte une forme de beauté brute, puisque son écriture est tendue, précise, presque sèche parfois. Il n'y a pas de fioriture, pas de lyrisme inutile. Et pourtant, chaque phrase résonne. Il y a une vraie puissance dans cette sobriété. Et surtout, il sait créer des images fortes sans avoir besoin d'en faire des caisses. Par exemple, toutes les scènes qui se passent dans la zone 3 sont assez marquantes parce qu'elles sont assez denses, mais elles sont très réalistes. On s'imagine tout, on a l'impression de tout sentir, et pourtant il n'y a pas de pavé descriptif. C'est assez subtil pour qu'on arrive à s'imaginer tout l'univers sans se taper le lyrisme de Victor Hugo qui fait 4 pages de description sur un arbre et ses feuilles, quoi. À qui je conseille Chien 51? D'abord à celles et ceux qui aiment les romans qui ont du fond et non pas des romans qui ont du chien. Si vous aimez la SF politique, oui, je peux pas faire 2 écrans à la fois. Merci. Si vous aimez la SF politique, les dystopies bien construites et les thrillers qui font réfléchir, foncez. C'est aussi un roman qui plaira à ceux qui aiment les personnages cabossés, les anti-héros, les ambiances sombres mais pas désespérées. C'est pas un roman facile dans le sens où on vous demande de rester quand même assez concentré, de réfléchir, mais c'est pas non plus un pavé indigeste puisque Godet dose très bien son propos et on ne décroche pas. C'est un roman qui est à la fois une alerte, une critique sociale et un très bon polar. Ça nous parle de notre monde, mais sans nous faire la leçon. Ça montre, ça suggère, mais ça laisse au lecteur la place pour penser par lui-même. Et surtout, il pose une question centrale. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour survivre? Et qu'est-ce qui, au fond, fait encore de nous des êtres humains? C'est un roman qui remue, qui dérange un peu, mais qui fait un bien fou à l'intelligence. Bref, c'est un roman qui m'a vraiment scotché. C'est sombre, c'est intelligent, c'est parfaitement mené et c'est profondément humain. Ça va vous rester un petit peu dans la tête bien après avoir tourné la dernière page. Donc c'est vraiment très bien. Et donc je disais, ça revient un peu dans l'actualité puisqu'on a vu il y a quelques semaines, il y a un trailer qui est sorti d'un film adapté de ce roman qui sera réalisé par Cédric Jiménez avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch. Et bon Dieu que ça a l'air d'être une horreur ce film. Déjà en fait quand vous lisez le synopsis du film, il a absolument rien à voir avec le roman. Parce que je suis restée un petit peu j'ai gratté que la surface du roman, mais en gros l'enquête c'est que c'est un peu cyberpunk où il y a une élite qui peut se faire remplacer une partie de ses organes pour vivre plus longtemps, etc. Et donc il y a des gens qui sont assassinés et voler ces prothèses, en fait on les appelle des prothèses. Et surtout tout le roman se passe en Grèce. Enfin du moins ce qui reste de la Grèce, puisque de toute façon maintenant c'est juste une grande entreprise. Et en fait ce film déjà il se passe à Paris parce que voilà c'est un film français et je ne sais pas pourquoi le synopsis c'est que là on a une intelligence artificielle qui vient soutenir la police sauf que en fait l'inventeur de l'intelligence artificielle est assassiné, donc on a ces deux policiers qui doivent collaborer ensemble pour mener l'enquête, ce qui n'est absolument pas l'histoire originale de Chien 51. Donc lisez le livre, peut-être vous n'irez pas voir le film, mais voilà, si vous voulez rester sur une bonne note, lisez le livre. Ça fait réfléchir. Merci Elodie. De rien. Moi je vais faire, je pense, moins de 3 minutes sur mon récap. J'ai beaucoup travaillé ce mois dernier, c'est pour ça que j'étais pas là et j'avais pas de réseau. Du coup j'ai pas vu grand chose. Mais j'ai vu The Last of Us saison 2 cette semaine, c'était bien. J'ai vu Astérix et on en parlera la semaine prochaine. Et j'ai vu RuPaul's Drag Race All Star saison 10 et c'était bien. Enfin c'est pas fini, mais pour l'instant c'est bien. Et les saisons 8 et 9 elles étaient pas bien. Mais là ce qu'ils ont fait, et ça faisait un peu peur, parce que quand ils l'ont annoncé je comprenais pas les règles.
alors que je suis homosexuel, du coup, faut m'expliquer lentement avec des mots simples et sans chiffres. Et, Même RuPaul. et RuPaul, elle m'expliquait les règles et j'étais en mode, il y a des jolis trucs à l'écran, donc je ne t'écoute pas parler, donc Non, fais mais des ça, gestes. c'est parce que tu étais croisé avec un chat. C'est juste ça. Miaou. C'était ça. C'est pour ça que je suis si mignon. Mais Oh. non, mais en gros, j'avais un peu peur parce que, en fait, déjà en général, quand elles sont 15 dans les saisons, c'est beaucoup trop. Et c'est pas possible de les suivre toutes et les saisons sont à rallonge. Et là, vu qu'on avait une saison aussi longue, et en plus elles étaient 18, je suis en mode, mais calmez-vous. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que comment ça s'appelle? Ils appellent ça des brackets. Enfin, c'est un tournoi. Donc, c'est un format de 3 épisodes en 3 épisodes. Au début des 3 épisodes, il y a 6 candidates qui arrivent et elles ont 3 épisodes pour briller et les 3 meilleures passeront à la suite de la deuxième moitié de la saison. Donc on va toutes les voir, mais ce qui est très bien, c'est que du coup on peut toutes les suivre parce qu'elles sont que 6, qu'on les a déjà vues parce que c'est un All-Star, du coup il n'y a pas besoin de faire des présentations à rallonge et ça permet d'avoir la suite de leur storyline. Et en même temps, ouais, on peut suivre tout le monde, ça traîne pas en longueur, c'est un super casting pour le moment. Elles ont compris qu'on était là pour voir de la télé-réalité et enfin Drag Race revient à des saisons où il n'y a pas... Si, il y a une grosse limite par rapport aux saisons d'il y a 15 ans, mais il peut y avoir des vraies méchantes et elles peuvent faire des vrais coups bas. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde les saisons américaines, c'est pour qu'elles se foutent sur la gueule. Et dans cette saison, il y en a beaucoup. Notamment, je suis resté sur le cul du dernier épisode. Vraiment, j'ai regardé la scène 5 fois tellement que j'étais mort de rire devant ces saloperies. Donc voilà, c'est du très bon drag. Donc là, la Drag Race France, c'est beaucoup de compétition et Drag Race US maintenant c'est le jeu, mais c'est surtout le drama en fait. C'est le drama qui est. Ah oui, parce que en fait, Drag Race US, si tu comptes toutes les saisons, t'en as peut-être quoi? Maintenant, t'en as bientôt une trentaine. Donc en fait, on a déjà tout vu. Chaque saison, c'est la même chose. Donc faut mettre de l'animation quoi. Donc elles ont compris ça et c'est chouette à regarder. On a aussi appris que All Star France arrivait cet été. Enfin, on a appris, on était au courant depuis un an, mais ils ont fait un teaser de 5 secondes pendant l'Eurovision. Voilà. On dirait que j'ai pas hâte. C'est juste leur teaser qui était nul, mais la saison sera sûrement très bien. Mais en tout tu cas, vas j'espère. être un client. Ah bah évidemment. Et d'ailleurs, pour vous tenir au courant, je n'ai toujours pas fini mon marathon Drag Race parce que j'ai beaucoup réduit l'allure, mais il ne me reste plus que une saison de Brésil, 2 saisons d'Italie, 3 saisons de Philippines et 3 saisons de Thaïlande. Ce qui est extrêmement peu parce que Pour du coup quelqu'un qui n'a pas eu le temps de trop regarder de choses, finalement, t'es quand même bien avancé. Ah mais non, mais ça, j'ai rien regardé pendant un mois, j'ai juste regardé 4 épisodes de All Star, c'est tout. Vraiment. Mais c'est encore plus impressionnant. Et là, dans tout ce que tu dis sur les déclins internationaux, c'est laquelle t'as préféré? Ah ben, tout ce que je viens de citer là, c'est ce que je n'ai pas vu. Tout le reste, je l'ai vu. Mais voilà, il me reste ça à voir. Donc je pense que je peux encore faire 3 saisons du podcast avec. Puis après, j'en ai plus. Voilà. Puis après tu nous feras un top des meilleurs au pire. Oui, je sais déjà les pires. Bah ouais. Les pires, je les sais déjà. C'est pas compliqué. Voilà. Florian, pour conclure, tu vas nous faire ton ultime reco. Alors, c'est une reco, c'est quelque chose qui a été diffusé il y a une petite dizaine de jours et j'en ai parlé lors de ma dernière reco, mon dernier passage sur le podcast, puisque j'avais recommandé des séries d'animation adultes et j'espère que t'es prête, Elodie. Je vais donc recommander la saison 8, la saison finale de Big Mouth sur Netflix. Qui est donc une série qui est co-créée par Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett. Quand on a enregistré l'épisode précédent, j'en étais dans la saison 6 au début. J'ai donc rematé la saison 6, 7 et l'ultime saison 8 donc jusqu'à aujourd'hui. Et
Petit spoiler alerte, en fait, vu que voilà, la série parle des affres de la puberté, de la découverte, on va dire, de leur sexualité et de tout le drama qui peut s'en suivre, donc du quatuor principal, donc qui est respectivement incarné par Nick Kroll, John Mulaney, Jesse Klein et aussi Ayo Edebiri dans le rôle de Missy. Mais petit spoiler alerte, cette saison 8 c'est une demi-molle. Mais il y a encore des gens qui regardent Big Mouth. Désolé, il faut que ça charge. Voilà, ouais, c'est ça, c'est le... Mais Big Mouth, je regardais ça dans le bus quand j'étais au lycée. Bah oui, mais 8 saisons, quoi. Il y a 8 saisons depuis 2017. Et, mais il y a des gens, ils ont une vie après moi. Il y a même des gens, ils ont une vie avant toi. Avant toi. Voilà. Ouais. Mais pourquoi faire Pourquoi faire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Oh là là, je te comprends. Tu ne comprendrai jamais. Et donc il y a quand même eu 80 épisodes, je sais pas à quelle saison tu t'es arrêté. 80 épisodes après Matt, mais c'est énorme. Oui, une saison de 10. Et un spin-off de 2 saisons que personnellement je n'ai pas vu, qui est autour des Hormone Monsters. Donc le gros avantage en fait d'avoir fait ce marathon, c'est que j'avais un tout petit peu décroché de la série lors de la saison 5 qui avait été diffusée en 2022. Et on va dire que les saisons 6 et 7 m'ont un tout petit peu conforté dans l'idée que j'avais eue d'arrêter la série. Donc là, la trentaine d'épisodes que je me suis enquillé, donc a débouché sur ce final. Donc petit spoiler, bon, pour les gens qui ne sont pas à jour, lors de la saison 7, à la fin de la saison 7, le quatuor, puisque le principe de la série en fait c'est d'avoir une découverte de la sexualité, mais pour des collégiens qui restent qui ont à peu près qui sont à la Bridgeton Middle School pendant les 5 premières saisons, et il y a un côté assez edgy puisque voilà c'est vraiment la découverte de la sexualité mais pour des prépubères, et donc il y a toute une sorte de surenchère en fait autour soit des hormones, soit des histoires de cul, soit sur des projections psychologiques, etc. Donc le cringe en fait est une grosse partie de la série. Donc tous les délires, tous les numéros musicaux sont autour de ça. Mais en même temps, il y a ce qui est assez consistant en fait et ce qui est assez brillant en dehors de l'animation qui pour moi que je trouve quand même assez quali et assez consistante en fait, donc qui est donc faite aussi par un géant de l'animation adulte qui s'appelle Titmouse, qui a aussi animé donc ce que j'ai recommandé il y a 2 semaines, qui était The Second Best Hospital in the Galaxy, donc qui est sur Prime, hein, et qui aussi anime Rick et Morty depuis quelques saisons. Je crois pas que c'est le début. Mais du coup, donc, à part l'animation, l'autre truc qui est assez brillant, c'est que il y a une certaine bienveillance en fait dans la représentation des orientations sexuelles et des multiples, on va dire, sexualités, et une certaine bienveillance en fait dans les concepts, on va dire un peu plus osés, un peu plus kinky, qui sont voilà quoi. Le fait de pousser les limites en fait avec le côté animé, quelque part sur la moitié des épisodes, sur la moitié des idées délirantes qu'ils ont, je trouve qu'ils s'en sortaient plutôt pas mal. Et la saison 7 est largement, qui est largement en retrait créatif, tout simplement parce que malheureusement Big Mouth à mon sens, aurait dû s'arrêter plus tôt et aurait dû aussi commencer à avoir des saisons un tout petit peu plus courtes, ce qui veut dire que sur les 3 dernières saisons que j'ai vues, on sent vraiment le côté rallonge, et on sent que ce qu'on donne à faire en fait au personnage est beaucoup moins consistant. Il y a beaucoup moins de propos, donc c'est souvent beaucoup de délire ou de choses assez gratuites. Et avec la saison 8, les héros sont censés débarquer au lycée de Bridgeton, donc être dans un nouvel environnement, et donc on suppose qu'il va y avoir une adaptation, on va dire, de la sexualité pour, on va dire, parodier ou pasticher toutes les comédies potaches, on va dire, lycéennes. Et c'est en partie ça, mais malheureusement, ça fait perdre de la singularité à la série, tout simplement parce que les
tropes et les clichés des séries lycéennes et des comédies potaches lycéennes, voilà, du type American Pie. Non seulement ça a été vu et revu et re-revu jusqu'à la mort, mais en plus, ils n'arrivent pas à trouver un bon angle pour l'adapter à leurs personnages. Et malheureusement, les personnages principaux, donc celui de Nick qui est avec la voix de Nick Kroll, et celui de Andrew qui est on va dire le frère, voilà, enfin pas le frère, mais le meilleur ami en fait de Nick, qui est doublé par John Mulaney. Si vous n'avez pas regardé Big Mouth, si vous n'avez jamais regardé Big Mouth, bon, je sais que Fred est pas là et qu'il va hurler, mais regardez-la en VO, en VOST s'il vous plaît. Parce que voilà, les voix, pour moi, les voix originales en fait sont vraiment l'intérêt de la série. Et il y a aussi. Il n'est pas là pour se défendre, hein, de toute façon. Ouais, et les accents ont toujours tort. Il pourra se défendre la semaine prochaine ou dans le titre du podcast, s'il veut, donc qui peut être Florian a toujours tort. je viens de lui donner une idée. Non, et le cast d'Hormone Monsters en fait se mate en VO tout simplement parce que il y a la voix de Maya Rudolph dans le cadre de Connie, et avec la voix de Connie, et elle est absolument hilarante. Elle est très 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 consistante dans toutes les dans toutes les saloperies qu'on lui donne à lire. Et je pense que c'est vraiment une éclate en fait, même lorsque les épisodes sont vraiment en retrait ou que les idées tombent un tout petit peu à plat. Et la saison 8 en fait était une bonne opportunité de renouveler ou d'essayer d'amener, on va dire, une espèce de conclusion, une espèce de finalité au personnage. Et je pense que c'est un tout petit peu c'est là où le bas blesse, c'est que, à mon sens, ils n'ont réussi à faire ça que pour le personnage de Missy, qui est, on va dire, de tout le cast en fait, qui était, on va dire, relativement la plus coincée, ou on va dire la plus hormonale, mais qui allait pas, qui avait beaucoup de questions, et qu'on est arrivé à traiter avec un tout petit peu plus de respect. Et je pense que le personnage de Missy arrive à peu près à tenir son épingle du jeu, tout simplement parce que sa personnalité, elle s'adapte, mais elle ne change pas énormément, et surtout on lui donne quelques petites choses de plus à faire, hein. Tandis que il y a aussi un énorme gouffre entre les personnages féminins et les personnages masculins, c'est-à-dire que les personnages féminins en fait, sur beaucoup d'épisodes, on va les faire intervenir en fait avec des ids, en fait des représentations de leur psyché, et avec l'entrée au lycée, il y a énormément d'histoires et de sous-intrigues de la saison 8 qui tournent autour de personnages féminins qui sont tirés à quatre épingles et qui se laissent aller totalement, qui se laissent déborder soit par leurs hormones, soit par leur angoisse, soit par leur peur. Sur le papier, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que aucun de leurs compères masculins n'a exactement la même chose qui lui arrive. Et donc, il y a un tout petit problème c'est déséquilibré, ouais. Voilà, c'est déséquilibré, et aussi voilà, les garçons aussi, et voilà, il y a des personnages masculins qui sont aussi en proie aux angoisses et aux peurs, mais en fait il y a que la représentation de la peur qui est repompée honteusement sur Venom en fait à la fin de saison 7 et au début de saison 8. Ça n'arrive que au personnage de Missy, donc pour moi je trouve ça un tout petit peu injuste. Et le final souligne que la série aurait dû se conclure beaucoup plus tôt. La série a une certaine tendresse envers ses personnages, mais les a tellement étirés dans le côté de cartoon et le côté de vanne facile, et souvent très 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 porté sur la chose en fait, c'est-à-dire avec à la fin c'est juste voilà des deux ados qui ne pensent littéralement qu'à se masturber à n'importe quel moment, c'est des trucs assez clichés, et le fait qu'on essaie de faire retomber ça avec en donnant une dimension d'ados qui ont appris tellement que quelque part ils peuvent se projeter dans leur futur sans trop avoir peur,
quelque part, sur le papier, c'est très bien, ça montre que tu as su tenir à peu près ta série, mais de l'autre côté, ça fait beaucoup trop expéditif parce que c'est pas du tout amené et tu passes le quasi reste de ta saison à faire j'arrive pas à traduire les wacky jinx, mais c'est en gros c'est les délires totalement débridés, totalement déjantés, et c'est vraiment ça. Et au bout de 8 saisons, tu penserais que quelque part il pourrait un tout petit peu étayer ou essayer d'avoir un tout petit peu plus de propos, on va dire, dans les leçons apprises par les personnages ou dans quelque chose qui soit beaucoup plus terre à terre que, on va dire, l'hystérie, et on va dire pas l'hystérie mais tout le côté Big Bang en fait de chaque on va dire chaque découverte sexuelle ou chaque sujet abordé. Il y a quand même 2 excellents épisodes ou 2 épisodes très solides, et malheureusement ce sont des épisodes hors série, donc des spin-offs. Il y a un épisode international qui montre comment la puberté est vécue par des ados de tous les pays, où pour le coup là ils y ont été à fond au niveau créatif, et donc c'est une espèce d'anthologie totalement folle. Donc ça c'est en fin de saison 7. Et la fin de saison 8, en fait, l'avant-dernier épisode, ce sont des espèces de petites vignettes, en fait, sur qu'est-ce que la série n'a pas traité. Donc, il y a un segment assez drôle autour des pets de fouf, des quiffs. Et il y a un autre segment qui, pour moi, est le meilleur de la série parce que ça utilise un type d'animation totalement différent. C'est un espèce d'hommage à Looney Tunes, en fait, où le personnage de Andrew va essayer de s'autosucer. Donc, il y a un segment sur l'autofellation. Et c'est très très drôle. Voilà, je dis ça parce que Mathieu et Elodie m'écoutent, mais en fait ils restent totalement impassibles, donc je pense pas que ça va fonctionner sur eux. Mais croyez-moi, c'est très très drôle. Voilà. Mais on te croit, c'est juste que nous, on est très professionnels et que voilà. On ne fait pas de ce que tu dis, c'est tout. Et je conclurai cette. Tu veux pas conclure sur l'autofellation ? Je comprends pas. Non, je peux pas. Je ne peux pas conclure sur l'autofellation. Je dois aussi conclure sur le fait que j'attends au tournant le quatuor qui a créé Big Mouth, parce qu'ils vont faire une série, on va dire, anthropomorphique autour d'animaux pour Netflix. Ça me semble beaucoup moins abouti sur le papier, mais je suis pas vraiment sûr que ça. J'ai un tout petit peu peur qu'en fait ça parte littéralement dans tous les sens. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est. T'as pas dit en couille. C'est clair, t'as loupé une occasion. Désolé. En même temps, t'avais pas le son qui était prêt, donc c'est voilà. Le son de couille ? Non, le son de la batterie. Si, je suis toujours dessus. Ah, c'est dommage. J'aurais peut-être pas réagi assez vite, ceci. Ouais. Et non, l'autre chose, c'est, même si vous le matez en VO, personnellement, j'ai une énorme tolérance pour la voix de Nick Kroll, et la voix de Nick Kroll fait 5 ou 6 personnages dans la série, des personnages récurrents, et il y en a certains à la longue qui peuvent avoir des voix extrêmement agaçantes. Donc il y a déjà une voix de Hormone Monster qui est un tout petit peu limite en fait sur l'essentiel des épisodes, donc il est sous-titres activés, mais moi la voix de Nick Kroll me dérange pas trop, mais à un certain moment voilà, ça commence à devenir un tout petit peu relou. Ça fait beaucoup, après 30 épisodes, quoi. Ouais. Mais moi j'ai vu le Kroll Show, enfin c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu sa comédie précédente qu'il avait co-créée, qui était une comédie à sketch, où il y avait déjà tous les gens qui font les voix dans la série, Jenny Slate, de John Mulaney, etc., qui s'appelait le Kroll Show. Et il y avait un segment avec Liz and Liz, en fait, qui est son duo avec Jenny Slate, où il fait où il est en travesti, où il fait une publicitaire totalement déjantée, et c'est exactement la même voix qu'il reprend pour Lola, qui est le personnage de la blonde peroxydée qui n'a pas froid aux yeux, etc. Le truc avec Lola, c'est qu'ils la font tenir jusqu'en saison 8 et que la voix est absolument atroce dès le départ. Donc c'est vraiment assez insupportable. Donc le show a quand même des côtés assez ratés, enfin assez insupportables. T'as quand même dit beaucoup plus de points négatifs que de points positifs depuis tout à l'heure. Ouais. Bah surtout sur la fin, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Tout à fait. Voilà, eh bien je crois que nous arrivons... Oui ? Tu as bugué, je ne t'ai pas entendu. Oh, c'était dommage, elle était bonne en plus. Ah, vous me direz. Tu me la referas en tête, c'est pas grave.
Donc, on vous a parlé de plein de choses avec des super recommandations. Mémoire de Quincy Jones, un livre à 21€ dans toutes les bonnes librairies, mais aussi Chien 51 de Laurent Godet, aux éditions Actes Sud. On a Les Ailes de la République, un film qui était à Cannes et qui sortira en octobre, et Woman of a Child de Siwi de Roustey. Oui, pardon, qui n'a pas encore de date de sortie. Et on vous a fait des plutôt non-recos ou des grosses non-recos avec la saison 8 de 911 prochainement sur Disney+, et la saison 8 de Big Mouth sur Netflix. Et voilà, c'était tout pour cet épisode de cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial Astérix, le combat des chefs. Est-ce que vous avez un dernier mot, les copains ? Non, on va laisser John finir. Hein. Non. C'est... Voilà. Bah super, bah moi mon mot ce sera pas de patrouille. C'est tout. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour m'avoir accompagné pour cet épisode et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous. Et du coup, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et surtout un bon podcast, et surtout, bonne journée. Il a écrasé le chat.